Michaela Rong, bonjour. Bonjour. Dans ce voyage à l'intérieur du FPR, vous enquêtez sur tous les dissidents qui ont été assassinés à l'étranger, Seth Sendashonga au Kenya, Patrick Karegeya en Afrique du Sud. Pourquoi faites-vous la comparaison avec l'assassinat de Trotsky sur ordre de Staline? Oui, effectivement, mon livre parle d'une campagne d'assassinat et intimidation des dissidents rwandais à l'étranger. Et beaucoup d'eux étaient des anciens copains, des anciens dirigeants du FPR. Je fais la comparaison avec Trotsky parce que je pense que Kagame, un peu comme Staline, est vraiment obsédé par ce groupe d'anciens dirigeants du FPR qu'il a connu depuis longtemps, depuis son enfance. Ils ont lutté ensemble en Ouganda et après au Rwanda. Et il regarde ces gens vraiment comme des menaces à son régime parce que ce sont des gens qui le connaissent mieux que tout le monde. Et comme Staline, il a utilisé les amis pour entrer dans les intimités de ces gens-là. Alors, par exemple, Karegeya s'est fait piéger par Apollo. C'était un homme d'affaires rwandais que Patrick Karegeya considérait comme un ami. Alors, il a été invité dans une chambre d'hôtel par Apollo. Et là-bas, il y a eu un escadron de mort qui l'a sauté dessus, l'a étranglé. Et c'est exactement la même méthodologie que Staline avait utilisée avec Trotsky. Ce qui est frappant dans votre enquête, c'est qu'on apprend que les assassins rwandais du dissident Patrick Karegeya sont parfaitement identifiés par la police sud-africaine, mais que la justice sud-africaine renonce à les poursuivre et à les juger, et qu'elle assume ce renoncement. Bon, il y a eu une procédure de 5 ans avant que l'assassinat de Patrick Karegeya est arrivé au tribunal. Et moi, j'étais étonnée. J'étais parmi les très rares journalistes qui se sont présentés dans le tribunal et on a compris plein de choses. Il y avait toute une lettre écrite par la police sud-africaine pour expliquer au parquet pourquoi on n'avait pas poursuivi le cas. Et c'était parce qu'il disait clairement que c'était parce qu'on savait qu'il y avait des liens entre l'escadron de mort et le gouvernement à Kigali. Alors c'était très embarrassant et très gênant et on a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Et ils ont dit ça dans une déclaration qui a été publiée par le parquet sud-africain. Michaela Rong, vous montrez bien comment, depuis le génocide des Tutsis en 1994, le président Kagame exploite habilement le sentiment de culpabilité de la communauté internationale pour s'affranchir d'un certain nombre de règles internationales en toute impunité. Mais la libération, le 25 mars dernier, de l'opposant Paul Rusesabagina, qui a été rendu célèbre par le film Hotel Rwanda, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelquefois, Paul Kagame doit céder aux pressions internationales, notamment américaines? Oui, effectivement, je pense que ce qu'on voit avec Kagame, c'est quelqu'un qui se montre implacable, homme dur, mais c'est aussi un monsieur qui est très, très sensible, même obsédé par son image, sa réputation à l'étranger. Alors, dès qu'il voit qu'il y a eu un changement dans ses relations avec une alliée importante, et dans ce cas-là, c'était les États-Unis, il peut changer de politique tout d'un coup, quand il a vu qu'il y avait même la Maison-Blanche, le State Department, Hollywood, qui soutenait la famille de Rusesabagina, qui mettait la pression pour sa libération. Il a cédé tout d'un coup. Et je pense, là-bas, il y a une leçon pour tout le monde parce que souvent, on n'ose pas critiquer ce gouvernement et on n'impose pas de sanctions sur le gouvernement de Kigali parce qu'on pense que ça va mener nulle part. Mais effectivement, on voit que la pression, ça marche. Et on a vu ça dans les années 2012-2013, quand les pays étrangers qui payaient beaucoup d'argent à Kigali dans les soutiens financiers, ils ont dit arrête avec le soutien pour le M23 et tout de suite, ils ont coupé le lien avec le M23 au RDC de l'Est. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première crise autour du M23 il y a 10 ans et aujourd'hui il y a un nouveau signe de l'impatience internationale, c'est le coup de gueule de la France qui vient de condamner, je cite, le soutien militaire continu du Rwanda aux rebelles du M23 et la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Est-ce que c'est un tournant de la part de Paris? Pour moi, je pense que c'est fort improbable, même c'est impossible parce que ce qu'on voit, c'est actuellement la France qui compte sur Rwanda parce que le
Rwanda a envoyé des militaires à Mozambique où il y a l'installation de Total qui était menacée par les djihadistes. Et aussi, on a beaucoup d'inquiétudes à Paris au niveau du Sahel. Et à Paris, c'est pas un secret qu'on pense que les troupes rwandaises pourraient remplacer les troupes françaises et protéger les intérêts français dans le Sahel. Alors, je pense que c'est fort improbable que la France va sanctionner Kagame. C'est même impossible. Et c'est un peu la même chose, la même histoire avec les Américains. Ils ne prennent pas au sérieux les dégâts, les problèmes créés par les interventions du Rwanda dans les Grands Lacs. Dans votre livre, Michaela Rong, vous citez Johnny Carson, le conseiller diplomatique du président Biden, qui vous confie que le président Kagame est sans doute le plus implacable des hommes politiques au pouvoir en Afrique aujourd'hui. Pourquoi écrivez-vous que tant que cette politique se poursuivra de la part du FPR, la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis sera impossible? Bon, je pense que actuellement Kagame se présente toujours comme le défendeur d'une minorité Tutsi au Rwanda et il veut faire voir au monde que ces gens sont menacés, qu'il y a des extrémistes Hutus dans les forêts du Congo qui veulent absolument terminer le génocide. Et le problème, c'est plus le cas. Les extrémistes Hutus, le FDLR, tous les experts disent que c'est un mouvement tout petit qui ne représente pas une menace réelle pour la communauté Tutsi au Rwanda. Mais vous allez jusqu'à écrire que le président Kagame a besoin d'une guerre perpétuelle avec un ennemi bien identifié pour survivre politiquement. Bon, effectivement, si on regarde l'histoire du FPR, on voit qu'ils ont pas seulement bouleversé le gouvernement de Juvenal Habyarimana, le président rwandais, ils ont aussi bouleversé le président Mobutu du Zaïre. Après, ils ont fait la guerre sur Laurent Kabila, le monsieur qu'ils avaient mis en place pour le remplacer. Et après, ils se sont même bagarrés avec leurs alliés, les Ougandais de Yoweri Museveni à Kisangani et ailleurs. Alors, on voit vraiment que c'est un régime qui a vraiment un profil militaire. Et je pense que oui, Kagame a besoin de cela. Il a besoin de se montrer fort au niveau militaire et aussi de convaincre le monde que lui et sa communauté, ils sont toujours menacés. Et alors, ça justifie le fait qu'il est un président très, très répressif, autoritaire, qui tolère absolument pas le débat, les critiques ou les gens qui essayent de l'affronter chez lui. Alors, je trouve que c'est vraiment un système très fragile. Et pour moi, c'est surréel que tant de pays en Occident, ils considèrent ce monsieur comme un symbole de stabilité. Pour moi, c'est le contraire. Michaela Rong, je vous remercie.